Tout comme vous, nous sommes attachés à l'éducation nationale et publique, ainsi qu'un équilibre de la mixité sociale et du rôle de la communauté éducative qui inclut les parents et mairies. Nous sommes aussi conscients des contraintes budgétaires imposées pour partie par l'État à la mairie de Montreuil, mais nous tenons à jouer pleinement notre rôle d'association de parents d'élèves de façon constructive. Nous souhaitons intervenir ce soir car vous vous apprêtez à entériner des changements de carte scolaire. Nous souhaitons aussi intervenir ce soir sur le manque d'animateurs sur la pause méridienne et la nécessité des travaux dans la plupart des écoles de Montreuil, car plusieurs groupes de la FCPE nous ont alertés sur ce sujet. Si la situation dans les écoles sont différentes, elle porte une critique commune sur l'absence de concertation et d'écoute des parents de la part de la ville. Je voudrais redire ici l'attachement de la FCPE à la coéducation, c'est-à-dire à la possibilité pour les parents d'aider et de donner aux élèves le meilleur cadre pour qu'ils épanouissent dans les écoles. Il ne s'agit ni de prétendre d'expliquer aux enseignants comment faire leur travail, ni d'essayer d'empêcher les élus de mener à bien leurs projets pour lesquels ils ont été mandatés. Il s'agit d'apporter une expertise que la situation de parents d'élèves nous fait acquérir. Je voudrais réaffirmer ici que les parents élus participant à la FCPE ne sont pas des bobos égoïstes défendant leur seul intérêt de leur enfant au détriment de l'intérêt commun. Pas plus que l'ensemble des parents élus, ni l'ensemble des parents d'élèves. Quand nous nous mobilisons contre la liquidation de l'école publique par les différents gouvernements Macron, ce n'est pas seulement pour nos enfants, mais aussi pour une société plus juste et plus égalitaire. Quand nous défendons l'intérêt de ne pas condamner Aragon à la fermeture par le redécoupage de la carte scolaire, nous défendons le principe que les écoles de petite taille sont de meilleurs cadres de développement pour les enfants. Quand nous défendons un autre découpage entre Joliot-Curie, Estienne-d'Orve et Jean Jaurès, nous voulons éviter un découpage qui va renforcer ce phénomène de ségrégation sociale. Souvenons-nous du découpage entre Louise Michel et Angela Davis et de nos alertes. Les parents de ces écoles sont capables d'apporter un savoir précis sur les réalités du quartier, sur le fonctionnement des écoles. Ils peuvent entendre et accepter des médiations qui vont à l'encontre de leur intérêt quand on leur donne le temps et les clés pour comprendre. Ils peuvent aussi ne pas accepter les décisions quand elles ne se tiennent pas. Il est dédommageable pour la ville et pour les élèves de ne plus écouter, de ne plus consulter les parents sur les redécoupages scolaires, sur la restauration scolaire, sur les carences d'encadrement, sur les multiples travaux remis après l'urgence absolue. Vous vous privez d'un outil de co-construction à l'expertise locale et moins intéressé qu'un cabinet d'audit. Nous, la FCPE de Montreuil, sommes disponibles pour continuer les échanges dans l'intérêt du service public d'éducation. Nous, parents des écoles de la Noue, du Clos français et de Villiers-Barbus, avons pleinement conscience des contraintes liées à l'évolution de la démographie de nos quartiers et de la nécessité de revoir en conséquence la sectorisation de nos écoles. Toutefois, nous considérons que vous vous apprêtez à voter un projet inabouti, mené sans concertation sur la base d'indicateurs et d'arbitrages discutables. Vous nous proposez un scénario qui s'applique à 3 groupes scolaires, Joliot-Curie, Jean Jaurès, Estienne-d'Orve, Guimauquet, aux caractéristiques contrastées. Une école REP, une école fragile, dont vous soutenez la demande de classement en REP, et une école favorisée, dont l'indice de position sociale est l'un des plus élevés de Montreuil. La proposition conduit de fait à amplifier les écarts entre ces 3 établissements, ce qui va à l'encontre de l'objectif de mixité et de diversité que nous partageons totalement avec les élus de la majorité. Dans l'élaboration de ce scénario, les élèves et les familles apparaissent comme de simples données comptables. Ainsi, nos déplacements, évalués à vol d'oiseau, à quelques centaines de mètres, seront de fait souvent beaucoup plus longs, de l'ordre de 2 à 2,5 km pour certains quotidiennement. Or, nos enfants, même les plus jeunes, ne voleront pas. Les plus âgés ne seront pas pleinement en sécurité sur des trajets où la circulation automobile est dense. Voilà le projet que nous vous demandons de ne pas approuver aujourd'hui pour une meilleure prise en compte des réalités sociales de nos quartiers et du quotidien des familles. Ce soir, ce sont 470 élèves des écoles maternelles Aragon, Marceau et Berthelot et leurs parents qui s'adressent à vous. Permettez-nous de revenir sur nos points majeurs de désaccord concernant la fermeture de l'école Aragon. Premier désaccord, la baisse des effectifs. Puisque les prévisions pour septembre 2024 ont été revues à la hausse en moins de 6 mois, celles pour 2025 pourraient tout aussi bien être revues à la hausse dans 1 an. Et pourtant, un moratoire nous a sans cesse été refusé. Deuxième désaccord, à propos des grandes structures, vous refusez d'entendre les signaux d'alerte qui émanent des parents et des enfants qui vivent ce modèle au quotidien,
comme les problèmes de sécurité et le harcèlement. Vous déroulez aussi, avec ce modèle de grand groupe, un tapis rouge à la politique de l'éducation nationale visant la fermeture des postes et l'absence de remplaçants. Troisième désaccord, l'absence de maturité du projet de reconversion de l'école en une structure d'accueil pour handicapés, faute d'accessibilité pour ce public à ce bâtiment et de travaux d'isolation. Nous vous avons listé des demandes d'aménagement pour que l'absorption des effectifs supplémentaires d'Aragon n'entraîne pas une dégradation des conditions d'accueil à Marceau et Berthelot, faute d'avoir été entendus sur tout le reste. Nous aurions espéré au moins avoir des engagements de votre part sur ces points. Mais vous avez fermé la porte à absolument toutes ces demandes en invoquant des contraintes budgétaires. Votre absence de transparence sur le sujet des contraintes budgétaires a empêché la tenue de discussions constructives et de recherche de solutions. Avant de voter, veuillez recevoir officiellement les 800 signatures de notre pétition contre la fermeture de l'école que vous avez choisi de ne pas prendre en compte. Mes collègues et moi-même, nous ne découvrons pas les arguments puisque les unes et les autres, nous avons été destinataires des mails qui exprimaient la position des parents d'élèves, que ce soit sur Aragon ou sur le groupe scolaire Jean Jaurès. Permettez-moi quand même juste une petite réflexion qui n'engage que moi. J'ai trop de respect pour les parents, j'ai trop de respect pour l'ensemble de la communauté éducative pour considérer les enfants comme des simples données comptables. Cela étant, je m'attacherai ce soir à ne parler que de la modification de sectorisation et sur les questions des animateurs, des travaux. Ça peut faire l'objet des rencontres, comme j'ai régulièrement l'occasion de le faire au moins chaque semaine avec les représentants des parents d'élèves et avec également l'Union locale FCPE. Donc, le 14 novembre, s'est tenue une réunion d'information aux parents d'élèves concernant la modification de la sectorisation du secteur ouest. Comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer lors de la rencontre avec les représentants des parents d'élèves et les représentants de conseil de quartier Villiers-Barbus le 4 décembre, il est vrai que cette seule réunion était insuffisante. Aussi, je veux tout d'abord présenter mes excuses aux parents concernés. En effet, le temps d'information dédié n'a pas donné l'occasion de dissiper les inquiétudes et les interrogations qui ont été soulevées dans ce que vous avez exprimé dans vos mails. Nous apprenons de nos erreurs et à l'avenir, nous serons attentifs à laisser davantage de temps aux allers-retours entre la ville et la communauté éducative pour permettre une meilleure prise en compte des questions. Cependant, à chaque interpellation, à chaque sollicitation, quelle que soit la thématique abordée, j'ai à chaque fois à cœur de rencontrer les parents et permettre ainsi l'échange et le débat. C'est d'ailleurs dans cette vision du dialogue qu'à nombreuses reprises, et j'ai eu l'occasion de le dire lors d'un courrier, avec mon collègue Olivier Madol, représentant du maire au conseil d'école d'Aragon, nous avons eu avec la communauté éducative de nombreuses discussions sur l'avenir de l'école. Depuis mai-juin jusqu'encore tout dernièrement en novembre. Que ce soit dans l'un ou l'autre cas, pour Aragon ou pour le groupe scolaire Jean Jaurès, nous portons un regard dynamique sur ces situations et il nous semble plus positif d'agir et d'anticiper plutôt que d'attendre et de voir venir, et l'intérêt général demeure pour nous un fil rouge. J'ai bien conscience qu'une modification de secteur n'est pas anodine pour les familles et je peux vous assurer cependant que les situations familiales particulières seront examinées avec soin et attention
comme c'est le cas chaque fois qu'elles nous sont soumises lors des commissions de dérogation notamment. Permettez-moi donc de vous présenter l'objet et les raisons de cette délibération. Cette modification s'opère en cas d'ouverture d'une nouvelle école ou en cas de progression de la démographie scolaire. Ainsi, à chaque construction, chaque rénovation, chaque optimisation, chaque agrandissement d'équipements scolaires, il est nécessaire de procéder à une révision de la sectorisation. Tel était le cas pour le groupe scolaire Marceau, pour le groupe scolaire Madeleine et Louis Audru, pour le groupe scolaire Angela Davis, ou encore dernièrement en juin pour le groupe scolaire Voltaire Héritier. Tel sera également le cas pour le futur groupe scolaire Méliès, ce qui impactera les écoles Nanteuil et Madeleine et Louis Audru. Afin d'anticiper au mieux les différents besoins liés à la dynamique territoriale de notre ville en matière de démographie scolaire, nous réalisons depuis 2016 un travail de prospective scolaire précis et détaillé que nous actualisons chaque année afin d'agir de manière appropriée sur les secteurs en tension. Ce travail nous indiquait des besoins de nouvelles capacités d'accueil pour les élèves situés dans le secteur ouest de la ville, à savoir Joliot-Curie, Jean Jaurès, et c'est ce qui nous a conduit dès 2018 à engager l'agrandissement de l'actuelle maternelle Guy Moquet afin de pouvoir accueillir les élèves à venir dans ce secteur. Cet agrandissement nous permet ainsi de répondre au double objectif d'accueillir dans de bonnes conditions les enfants qui arrivent en maternelle, mais également de résoudre la difficulté d'une organisation familiale qui se complique en cas de fratrie à déposer dans deux écoles différentes, dont l'une est une maternelle isolée, d'ailleurs, qui font l'objet d'un tiers des demandes de dérogation sur la ville. Ainsi, ce groupe scolaire de 24 classes et de locaux d'accueil de loisirs, en correspondance avec notre projet éducatif de territoire, ouvrira ses portes à la rentrée 2024. Il convenait donc de lui attribuer un secteur d'affectation proportionné à ses capacités d'accueil, lequel permettra par répercussion de garantir aux écoles du secteur ouest, Joliot-Curie et Jaurès, des effectifs scolaires adaptés aux locaux disponibles dans ces écoles. Cela permettra ainsi de desserrer les groupes scolaires Joliot-Curie et Jean Jaurès, qui n'auraient pas eu la capacité d'accueillir les nouveaux élèves sans diminution de leur périmètre de sectorisation. Cela permettra de renforcer la mixité sociale à laquelle nous tenons tant pour ces groupes scolaires. Comme pour chaque nouvelle sectorisation que nous actons depuis 2016, il est proposé d'appliquer ce nouveau secteur aux enfants entrant uniquement, c'est-à-dire les nouveaux habitants, ainsi que les nouvelles entrées en cours préparatoire et en petite section. À titre indicatif, cela concerne 15 enfants entrant en cours préparatoire, et pour les petites sections, le nombre d'enfants sera connu après la campagne d'inscription qui débutera au premier trimestre 2024. Ce principe d'application progressive implique des effets globaux moins rapides de la sectorisation, en moyenne 5 ans. Néanmoins, cela permet aux enfants en cours de cycle de ne pas avoir à changer d'école si les parents ne le souhaitent pas. Pour les fratries, le principe de regroupement sera toujours possible sur le cadet afin que la sectorisation telle que nouvellement définie puisse s'appliquer concrètement dans un délai raisonnable. D'autre part, lors du conseil municipal du 28 juin, une modification de sectorisation pour les écoles du Bas-Montreuil a été votée. Cette modification était motivée par la transformation de l'école élémentaire Héritier en école maternelle et de la mise en cohérence maternelle et élémentaire du secteur Marceau. La maternelle isolée Louis Aragon voit ses effectifs chuter
depuis plusieurs années. Cette baisse se poursuit d'année en année. L'école est sur un secteur où le taux de natalité est plus que stable. Les opérations de nouveaux logements sont faibles, qui généreraient donc des inscriptions. Et d'autre part, 46% des ménages y résident depuis au moins 10 ans, ce qui explique cette baisse d'effectifs de l'école. Aussi, nous proposons de transférer les enfants qui représentent 2 classes sur les écoles Berthelot et Marceau et de dédier l'école Aragon à un équipement à visée éducative. À ce stade, des pistes sont à l'étude pour accueillir des enfants porteurs de handicap. Nous reviendrons vers vous le moment venu quand ce projet sera stabilisé. Projet que j'ai le plaisir de travailler avec mes collègues Daniel Krejkadek, élu à la parenté, à la petite enfance et au handicap, et avec mon collègue Olivier Madol, élu à la santé. Ce projet d'intérêt général répondra aux besoins cruciaux de structures médico-sociales et éducatives qui manquent cruellement dans notre pays. Nous comprenons l'insatisfaction des parents qui s'est manifestée. Cependant, la demande des parents de regroupement sur un même établissement scolaire en cas de fratrie, les organisations familiales qui sont parfois plus compliquées et la nécessité de mutualiser les moyens, mais également de favoriser la création de nouveaux dispositifs d'aide, notamment en faveur de l'inclusion scolaire, sont des motivations qui, je pense, doivent être prises en compte. Cette perspective d'ouverture à l'école Aragon d'un nouvel équipement, nous le portons fièrement avec Monsieur le maire et les élus de notre majorité. Je terminerai mon propos en précisant qu'entre 2014 et 2025, ce ne seront pas moins de 102 locaux de classe supplémentaires qui auront été construits afin d'accueillir les nouveaux élèves de notre ville de manière équilibrée, tout en permettant, autant que faire se peut, aux écoles qui bénéficient de moyens supplémentaires de l'éducation nationale pour les dédoublements de classes, d'accueillir les élèves en demi-groupe. Ce seront également 15 structures d'accueil de loisirs dédiées, pour lesquelles les locaux ont été soit agrandis, soit créés. Cela répond à un axe fort de notre projet éducatif de territoire REV, qui consiste à agir au mieux pour l'amélioration des conditions d'accueil de nos enfants, de leur arrivée dans l'école le matin, à leur sortie le soir après l'accueil de loisirs, ainsi que pendant les congés scolaires. Ces mesures d'amélioration des conditions d'accueil des enfants s'accompagnent bien sûr des budgets nécessaires pour le mobilier, les fournitures et le matériel pédagogique, pour les projets pédagogiques que nous subventionnons à hauteur de près de 100 000 € et pour lesquels une délibération sera soumise au vote ce soir, ainsi que tous les moyens humains essentiels pour tout accompagnement pédagogique lié au temps scolaire comme périscolaire. Je pense ici bien sûr aux ATSEM dont nous avons doublé le nombre sur les 4 dernières années afin de couvrir les classes de petite et moyenne section. Je pense aux directeurs et animateurs des accueils de loisirs, aux agents de restauration et d'entretien. Autant dire que le budget dédié à l'éducation et à l'enfance représente le premier poste budgétaire de la ville. Cette nouvelle sectorisation des écoles de l'ouest de la ville, de mon point de vue, appelle un certain nombre d'observations. Ma première observation est relative à la question de la concertation. Informer les parents d'élèves élus le 14 novembre d'une resectorisation d'aussi grande ampleur pour un vote programmé au 6 décembre montre une précipitation que je n'arrive personnellement pas à m'expliquer. Cette précipitation est de mon point de vue d'autant plus incompréhensible que vous indiquez vous-même dans la délibération qui est soumise à notre vote ce soir que vous saviez depuis 2019 qu'il vous faudrait réviser la sectorisation des rues de cette partie de la ville pour la rentrée 2024. Cela fait donc 5 ans que vous saviez que ce sujet devrait être traité. Vous aviez 5 ans pour travailler le sujet et vous faites le choix de le traiter au dernier moment et dans la plus grande des précipitations.
Pour justifier vos choix de sectorisation des rues, vous avancez l'argument de la mixité. Je vais m'arrêter quelques instants sur cette question et ce sera là ma deuxième observation. La mixité à l'école est évidemment, et notamment en Seine-Saint-Denis, un enjeu majeur et vous avez raison de rechercher les conditions permettant de faire de la mixité une réalité dans les écoles de notre ville. Le projet de sectorisation que vous soumettez à notre vote ce soir ne permet pas d'affirmer qu'à Joliot-Curie, par exemple, la mixité soit encore assurée puisque vous leur enlevez une partie des enfants habitant du côté de l'avenue Pasteur. De la même manière, on peut douter que le fait d'affecter à Jean Jaurès des enfants scolarisés jusque-là en REP+, et bénéficiant du dédoublement des classes, scolariser ces mêmes enfants à Jean Jaurès sans donner les moyens à Jean Jaurès, donc justement de les accueillir, eh bien on peut douter que cette démarche soit une démarche qui aille vers une mixité effective. La mixité, malheureusement, elle ne s'impose pas plus qu'elle ne se décrète. Co-construire la sectorisation avec les parents, entendre leurs arguments, trouver les moyens de répondre aux questions légitimes qui émergent, avoir un bâti scolaire de qualité, c'est autant de sujets et autant de manières d'œuvrer pour une vraie mixité à l'école publique. Depuis 2019, où comme vous le reconnaissez vous-même, la nécessité d'une nouvelle sectorisation à l'horizon 2024 était identifiée, vous auriez pu, si vous l'aviez voulu réellement, eh bien vous auriez pu réfléchir réellement aux critères à retenir pour rendre effective la mixité. Ces critères, vous auriez pu les travailler avec les parents. Si les choses avaient été anticipées en 5 ans, vous aviez le temps de répondre à un certain nombre d'inquiétudes des parents. En disant cela, par exemple, je parle de la question de toutes les inquiétudes soulevées par l'état de la chaussée, son impraticabilité avec de très jeunes enfants ou avec des poussettes. Vous avez manqué l'occasion de mettre à profit le temps dont vous disposiez et ce soir, c'est sur un projet bâti à la hâte, un projet ignorant les préoccupations des habitants, un projet mobilisant contre lui l'ensemble des parents d'élèves élus des écoles concernées, mais également les conseils de quartier des 2 quartiers concernés. C'est un tel projet que vous nous demandez de voter. Agir ainsi, vouloir imposer de force un tel projet n'est pas sérieux. C'est d'autant moins sérieux qu'en juin dernier, nous parlions déjà de sectorisation, mais cette fois-ci pour le Bas-Montreuil. Pourquoi avoir fait le choix de saucissonner la question de la sectorisation? On aurait pu penser qu'en matière, par exemple, de mixité sur le secteur, on aurait pu peut-être parler d'une manière intéressante d'inclure le périmètre de l'école Zéphirote, le groupe scolaire Zéphirote-Essel dans la boucle. Pourquoi cette hypothèse n'a même pas été étudiée? Nous n'en saurons rien et c'est bien dommage. Le deuxième article de cette délibération est relatif à la fermeture de l'école Aragon. S'agissant de l'école Aragon, votre raisonnement est difficile à suivre. En effet, en juin dernier, lors du vote de la sectorisation du Bas-Montreuil, vous nous aviez affirmé que la modification de secteur proposée aurait pour conséquence d'amener les effectifs de l'école Aragon à un nombre compris entre 30 et 40 élèves et vous nous proposiez de procéder à la rentrée de septembre 2023 à un décompte du nombre d'enfants inscrits. C'est sur la base de ce décompte que le conseil municipal de décembre devait prendre une décision de fermer ou pas cette maternelle. Le décompte effectué par vos services à la rentrée 2023 relève 71 enfants inscrits à Aragon cette année. Pour 2024, malgré la nouvelle sectorisation, loin de baisser, le nombre d'enfants attendus est de 75. Les projections donnent même 62 enfants attendus pour la rentrée 2026. En d'autres termes, on est bien loin des 30 à 40 enfants annoncés en juin pour justifier l'éventuelle fermeture de cette maternelle. Les chiffres collectés par vos propres services vous donnent tort, mais qu'importe, vous maintenez votre décision et vous demandez ce soir au conseil municipal de voter pour la fermeture de cette maternelle. Je voudrais conclure mon propos sur la nécessité impérieuse de changer de méthode en matière de gestion de la ville. En effet, le passage en force continue et la mise devant le fait accompli semble être érigée en méthode de travail de la municipalité et cela devient très compliqué. Dans un moment aussi délicat que celui que nous vivons, dans un moment où nos démocraties sont partout mises sous pression, je ne crois pas que le passage en force soit la meilleure manière de rebâtir les liens de confiance indispensables entre les citoyennes, les citoyens et leurs représentants. Vous aviez dit devant cette Assemblée que c'est la baisse du nombre d'enfants attendus qui justifiait la fermeture. La baisse attendue n'a pas eu lieu. Il vous appartient d'en tirer les conséquences et de renoncer à cette fermeture. J'aimerais vraiment en appeler à mes collègues de gauche et écologistes. Enfin, le vote que vous allez faire ce soir, ça fera partie des votes qui auront marqué cette mandature, hein, très clairement. Et je vous invite vraiment à réfléchir s'il y a vraiment urgence à faire ça.
et comment vous pouvez envoyer balader des centaines de parents dont on peut imaginer un bon paquet d'électeurs de cette municipalité et d'électrices. Franchement, il y a des moments, la rationalité de vos comportements échappe à tout entendement. Et je vous invite à réfléchir, franchement, et à pas faire n'importe quoi. Je présente des amendements que je défendrai tout à l'heure, amendements qui sont sur l'ensemble, sur les deux articles de la délibération qui concernent l'école Aragon, mais qui du coup ont une incidence sur l'ensemble de la sectorisation. Vous ne m'en voudrez pas peut-être de bégayer de temps en temps parce que je ne pense pas suivre à la lettre ce que j'avais écrit précédemment et ce que nous avions, ce sur quoi nous nous étions mis d'accord avec le groupe Montreuil Écologie et Europe Écologie Les Verts. D'une part, il y a quand même un principe de base qui est celui que dans une municipalité comme la nôtre, on pourrait a priori, je dis bien a priori, avoir un réflexe de confiance vis-à-vis des services avec lesquels nous travaillons et pas un réflexe a priori de défiance. Pour connaître et travailler relativement régulièrement avec Dominique Attia, avec Marie-France Meunier, avec Lise Marchand, je sais que ces dames savent de quoi elles parlent, je sais qu'elles travaillent et qu'elles peuvent se tromper, Dominique l'a dit tout à l'heure, mais qu'en tout état de cause, elles ne font pas les choses à la légère et elles ne font pas les choses simplement dans un esprit électoraliste. Donc si elles proposent une nouvelle sectorisation, c'est qu'elles ont de bonnes raisons de le faire. Dominique Attia, notre collègue, les a présentées tout à l'heure. C'était un préambule qui me semblait absolument nécessaire. Le sujet, en effet, la scolarisation de nos enfants, des élèves de la ville, des enfants de la ville, est un sujet trop sérieux pour qu'on décide de le régler avec des petits échanges politiciens qui sincèrement ne sont pas à la hauteur des enjeux. Évidemment, et je sais gré à Dominique et je la remercie de s'être excusée au départ, notre groupe politique était tout à fait embarrassé de voir la façon dont cette non-concertation avait eu lieu, ou concertation un petit peu tardive. Nous le regrettions. Nous avions commencé à le dire à Dominique Attia en disant effectivement, peut-être que les choses se seraient mieux passées si la concertation avait commencé plus en amont, si les échanges sur les enjeux avaient eu lieu avec la communauté éducative. Et dans la communauté éducative, je mets aussi bien les parents que les enseignants. Peut-être que les choses auraient été mieux comprises. Du reste, nous avons pu en voir un exemple concernant la reconfiguration du groupe L'Héritier Voltaire. À partir du moment où le projet était présenté aux parents, tout de suite, un certain nombre de compréhensions avaient lieu de part et d'autre, et on va dire les incompréhensions se levaient au fur et à mesure. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce qui nous a été expliqué par le service? Effectivement, le besoin, y compris le besoin au niveau financier, d'un rééquilibrage fort entre l'Est et l'Ouest de Montreuil. On parle d'une école Aragon, j'y reviendrai, où d'ici 2-3 ans, la prospective scolaire pense à un groupe accueillant une 50aine d'enfants, alors que dans le Haut-Montreuil, des classes débordent à plus d'une 30aine d'enfants. Donc cette équité territoriale, nous l'avons à cœur et nous travaillons dans ce sens-là en permanence. Et nous ne pouvons qu'être d'accord avec cela. Que dire aux parents des écoles du Haut-Montreuil qui se posent sans arrêt la question des conditions d'accueil de leurs enfants dans les classes quand ils entendent qu'éventuellement on ne serait pas d'accord avec le fait de garder une école à 50 élèves. Il y a une question d'équité sur l'ensemble du territoire qu'il faudrait réussir à entendre sans s'envoyer des anathèmes. C'est une première chose. Nous avons, notre majorité et la majorité précédente, nous avons réfléchi depuis le départ à ce rééquilibrage. C'est ce qui a fait construire l'école modulable Louis et Madeleine Audru. C'est ce qui a fait construire maintenant l'école Guy Moquet d'Estienne d'Orve.
je crois et je pense et je crois avoir compris et entendu que les portes de Dominique Attia étaient toujours ouvertes et que dans le cas où certaines sectorisations de rue feraient trop marcher les élèves, de toute façon il sera toujours possible de revenir, mais en tous les cas peut-être pourrions-nous nous mettre d'accord sur le fait qu'ouvrir un nouveau groupe scolaire comme celui de Destiendorf Joliot-Curie qui double le nombre de classes de maternelle est une bonne nouvelle pour la ville, montre combien cette majorité se préoccupe de ses élèves, y compris des élèves les plus jeunes, contrairement à ce que nous avons pu entendre. Alors évidemment, dans l'ensemble de cette sectorisation, il y a le sujet de la fermeture, non pas des classes, mais des bâtiments de l'école Aragon. En tant qu'écologiste, l'idée de fermer une école n'est évidemment jamais une bonne idée. Simplement, il y a quand même... Nous ne sommes pas dans une toute petite ville rurale où on fermerait l'école et où les enfants seraient obligés de faire 50 km en voiture ou 25 pour aller à l'école du village d'à côté. Nous sommes dans une grande ville où, à Aragon, quand les élèves vont devoir aller soit à Marcelin-Berthelot, soit à l'école Marceau, il s'agira de 100, 200 ou 300 mètres de plus, pas plus. Donc, est-ce qu'on se dit que cette demande est envisageable? Vous me permettrez de dire que oui, peut-être que cette demande est envisageable. Mais au-delà de ce simple fait territorial, il y a deux questions qui nous semblent absolument fondamentales. Comment, en effet, en se basant sur le fait que la prospective prévoit une baisse des effectifs, avec des effectifs arrivant à une 50aine d'élèves en 2026, comment assurer la continuité pédagogique dans une école à 2 classes? Un enseignant, une enseignante, ça tombe malade, ça a parfois des besoins et c'est bien normal. Comment fait l'enseignant ou l'enseignante qui reste lorsque il est le seul, elle est la seule enseignante dans cette école? Comment respecter les rythmes d'apprentissage à chaque classe d'âge? Une école à 2 classes, c'est forcément une école avec des niveaux. Donc dans ces conditions, il ne nous semble pas totalement incongru d'acter la fermeture de l'école Aragon, d'autant que, contrairement à ce que... Je vais conclure, monsieur le maire, pardonnez-moi. Nous savons que les ATSEM de la ville seront employés dans les écoles d'à côté, il n'y aura pas de baisse de poste, et nous savons évidemment que les enseignants et la directrice pourront retrouver leur place. On fait une révision de la sectorisation en cas de forte pression démographique et ou en cas d'ouverture d'une école. C'était la nécessité pour le secteur ouest, sinon Joliot-Curie débordait, Jaurès également, alors que nous construisons une école justement pour desserrer ces 2 maternelles notamment. Quant à la mixité sociale, et c'est toujours une constante en cas de révision de sectorisation, la mixité sociale est notre fil rouge. La mixité sociale à Joliot-Curie sera préservée puisque actuellement l'indice de position sociale tel que l'éducation nationale le définit est à 89 depuis plusieurs années à Joliot et il a augmenté depuis 2022 sur le groupe scolaire Jaurès à 99 quand il est constant à Estiendorf à 111. Pour vous donner une fourchette, l'IPS médian national est de 89. Donc voilà, les 3 groupes scolaires, la mixité sociale reste stable à Joliot-Curie, la mixité reste également stable avec une légère augmentation de l'IPS sur Jaurès et elle est stable également sur Estiendorf. D'autre part, si nous avions, comme le suggère Madame Ionis, si nous avions travaillé il y a 5 ans sur la sectorisation, depuis que nous savions que la construction du groupe scolaire Guy Môquet Estiendorf,
Bien évidemment, les chiffres n'auraient vraiment pas été fiables, d'autant après 2 ans de crise sanitaire. Donc, c'est pas possible de travailler sur une sectorisation 5 ans, de 5 ans en arrière, quoi. C'est une, enfin, soit c'est une question politicienne que vous posez, soit ça peut pas s'envisager en tout cas. Ce que je peux dire, c'est que effectivement, à la rencontre avec les représentants du conseil de quartier Villiers-Barbus et des parents d'élèves, il y a eu ce problème de cheminement. Une fois que la sectorisation est posée et définie, évidemment que nous travaillons avec de façon transversale avec les services de l'espace public et mon collègue Monsieur Stern et les directions concernées pour voir comment vont s'aménager les abords des écoles. Et d'ailleurs, à la réunion du 4 décembre, nous avons proposé aux parents et aux représentants du conseil de quartier un arpentage d'ici le mois de janvier. Donc, bon, je ne dis pas que tout est parfait, je ne dis pas que nous avons été surtout irréprochables, et je réitère mes excuses auprès des parents d'élèves de Jean Jaurès où il n'y a pas eu suffisamment d'aller-retour, où le temps n'a pas permis d'avoir suffisamment d'aller-retour. Mais bon, voilà, ma porte est toujours ouverte et le dialogue continue et ne s'arrête pas aujourd'hui. Quand je dis vous avez eu 5 ans, Madame Atia, je me base exactement sur ce que vous avez écrit, vous, dans la délibération, en disant que depuis 2019, nous savions qu'à échéance 2024, les effectifs allaient augmenter. Bien sûr que vous n'allez pas commencer en 2019 à travailler sur 2024, mais vous auriez peut-être pu, quand vous avez lancé les marchés, par exemple, pour la construction de Estienne-d'Orve, commencer à envisager, entre guillemets, à sensibiliser les parents, à travailler les questions des critères, parce que vous saviez que l'ouverture, c'était 2024, et peut-être pas se réveiller le 14 novembre 2023. Et juste, je m'excuse, je vais juste... Si je puis juste finir, madame, vous ne pouvez pas faire dire ce que vous voulez à la prospective. Vous ne pouvez pas nous dire à un moment donné, la prospective prévoit qu'en 2026, ce seront que je ne sais plus combien, et donc je vais fermer, et dire de l'autre côté, il faut l'utiliser dans l'autre sens. En fait, non, ça ne marche pas. C'est dans les deux sens que ça doit marcher, quand il faut prévenir les parents et quand il faut fermer éventuellement. Quelques mots à mon tour. D'abord, remercier les parents d'élèves et l'UCL CPE. Ça n'est pas un mot de pure forme de ma part, pour 2 raisons fondamentales. La première raison qui tient à ce qu'est l'équilibre des groupes scolaires de Montreuil et ce qu'ils doivent à la participation et à l'intervention des parents dans les domaines qui touchent à la vie scolaire, mais dans d'autres domaines d'ailleurs. Je pense à un certain nombre de situations plus ou moins dramatiques que nous avons eu à traiter ensemble et sur lesquelles l'intervention et la présence des parents est précieuse. Et aussi pour une deuxième raison qui tient plus à des principes et à l'expérience d'autres collègues maires dans d'autres villes, c'est que je peux témoigner ici que recevant de nombreuses demandes de dérogation à peu près partout, ciblées sur les mêmes écoles, nous n'avons jamais eu des interventions de l'UCL FCPE, ni sous les responsables actuels, ni sous les responsables précédents, qui étaient en dérive vis-à-vis des principes fondamentaux, notamment ceux de mixité sociale dans les établissements. Je préfère le dire parce que sur ce point aussi, c'est parfois un peu rare et donc ça doit être souligné parce que fréquemment la municipalité est face à ce problème de dire non très régulièrement et sur lequel nous avons un soutien qui se manifeste sur les principes notamment de mixité sociale. Je me dois, pour être juste, de remercier également mon adjointe Dominique Atia et l'ensemble des services, car nous sommes sur une situation où il y a plus de 50 écoles sur l'ensemble du territoire et sur lequel j'y reviendrai. Il y a eu des modifications de cartes scolaires depuis que cette municipalité est en responsabilité, c'est-à-dire depuis 2014, à peu près du fait des évolutions et parfois des non-prévisions
depuis 2014 de manière continue. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant. Et pour moi, Dominique Attia fait partie des élus qui ont une qualité que je trouve essentielle, qui consiste à répondre méthodiquement aux centaines d'interpellations qu'elle reçoit tout au long de l'année de la part, naturellement, à la fois des agents de la ville, des parents d'élèves, des syndicats d'enseignants, mais aussi des différentes autorités instituées. Et je suis extrêmement reconnaissant de son engagement et de son sens du service public. Après, sur les différents sujets qui ont été évoqués, d'abord, je veux redire que pour la position, pour le maire que je suis, pour mon adjointe au maire, pour l'administration que nous avons constituée, pour la municipalité, ça n'est pas une chose facile que de se présenter à vous et de dire voilà, ayant étudié ce que nous pensons être des motifs d'intérêt généraux, nous en avons tiré comme conclusion, après plusieurs années d'études d'évolution du secteur, que la meilleure solution est la fermeture d'une école. Et donc je veux vous dire que nous savons bien que cela déplaît fortement aux anciens élèves et à tous ceux qui étaient attachés à Aragon. J'ai été moi-même interpellé des dizaines de fois dans la rue sur la situation d'Aragon par des gens qui, au travers des générations, ont fait leur scolarité ici. J'ai eu les interpellations des agents de la ville de Montreuil, que je respecte, d'un certain nombre d'enseignants attachés à cette école, et j'ai eu l'occasion, à travers celle-ci et dans d'autres moments, d'être interpellé. Nous avons la responsabilité d'arbitrer entre des besoins, des moyens et des convictions. Et lorsque nous regardons l'évolution de la prospective scolaire, pas simplement sur le secteur Aragon, mais sur tout le secteur du Bas-Montreuil, nous sommes forcés de constater qu'année après année, nous avons une démographie qui est une démographie plutôt déclinante et qui nous a amené à une série de décisions. La première a été de remettre en cause un des éléments de prévision de la municipalité, qui était la réservation d'un espace pour la construction d'une école dans le Bas-Montreuil, puisque dans la césure entre les deux mandats et dans la situation post-Covid, nous avons assisté pour la première fois depuis 2014 à un renversement de la tendance qui avait été observée en prospective scolaire. Jusqu'à présent, les éléments de prospective scolaire dans le Bas-Montreuil se révélaient juste, mais avec un peu de sous-évaluation. Pas suffisamment pour nous mettre en difficulté sur le nombre de classes, mais suffisamment pour dire le dynamisme. Il y a eu une rupture au moment de la période Covid et post, qui a d'ailleurs conduit à des changements de mode de vie, pas simplement dans l'ordre scolaire, mais aussi dans l'ordre du travail et dans l'ordre d'un certain nombre de professions, qui a conduit à la démographie scolaire dans le Bas-Montreuil globalement à s'affaisser. Ce qui nous a amené à revenir sur un des éléments clés que nous avions engrangé dans les 5 années précédentes, qui était la construction sur le mandat prochain d'une école dans le Bas-Montreuil. Parallèlement à cette situation dans le Bas, il y a une autre situation qui s'est catalysée, qui est aussi du fait de la hausse des prix des loyers, singulièrement à Paris, mais pas seulement dans une partie du Bas-Montreuil hors logement social, et qui conduit en fait à de plus en plus de familles à essayer de trouver
dans les quartiers du Haut-Montreuil, les mètres carrés supplémentaires pour accueillir un enfant ou pour accueillir le deuxième enfant à un coût raisonnable. Ce qui nous a conduit, mais ça c'est des choses qu'on avait déjà approchées dans le mandat précédent, aux décisions de construction d'établissements scolaires permettant de réorganiser l'ensemble des besoins sur ce qu'on appelle le Haut-Montreuil. Je veux juste dire qu'à ce point-là de l'échange, quand on regardait la carte, et on ne pouvait pas, de notre point de vue, à nous, c'est-à-dire qui essayons de tracer la voie de l'intérêt public, il ne nous semblait pas raisonnable et juste de continuer à plaider pour le fait de garder le Aragon ouvert dans ce contexte où, du coup, si nous avions fait cela, se catalyserait et sur l'utilisation des locaux, mais aussi sur l'utilisation des moyens, une injustice ou un déséquilibre évident. J'ajoute à cela que, du point de vue de l'enseignement, des écoles avec très peu de classes ne permettent plus la décharge complète des directeurs d'école, ce qui, quand on connaît le fonctionnement des écoles, n'est pas sans poser de problèmes, notamment pour le suivi d'un certain nombre de familles. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que s'agissant des sujets de redécoupage d'un certain nombre de secteurs scolaires, je ne crois pas, en tant que maire, qu'il y ait eu un seul découpage, quelle que soit la chose qui, en fait, est acquis l'assentiment des gens qui étaient concernés par le redécoupage. On en a fait, si ma mémoire est bonne, 4 ou 5 depuis, qui concernent différents secteurs scolaires de la ville. Et à chaque fois, on a eu ce débat avec les parents d'élèves et sur les conditions de mixité et sur les conditions de cheminement et sur les conditions de déstabilisation des établissements scolaires impactés par le redécoupage. Je ne dis pas qu'on a raison sur tout, mais quand on regarde et les indices de mixité et la manière dont ont vécu les établissements, force est de constater que les arguments qui étaient les nôtres au moment où on a pris cette décision se sont révélés plutôt fondés par tout simplement la réalité, la manière dont se sont passées les choses. Troisième chose, troisième et dernier point, sur la précipitation s'agissant du projet d'accueil de personnes, d'enfants en situation de handicap. Je veux simplement dire deux choses. La première chose, c'est qu'avec Daniel Kretschkadek, et ce depuis 2014, de manière extrêmement active, nous avons œuvré et dans le domaine périscolaire comme dans le domaine scolaire, à l'ouverture de classes inclusives et de classes spécialisées, ayant permis de nous affirmer comme, pour des raisons que nous pensons justes et légitimes, comme un des moteurs du travail sur la question de l'inclusion scolaire. Dans ce cadre-là, nous avons, au cours des années qui viennent de s'écouler, ouvert un certain nombre d'établissements spécialisés, parce que notre conviction est qu'il y a dans le domaine des villes françaises un déséquilibre dans la manière dont on accueille les enfants en situation de handicap, et notamment sur le fait que la plupart des temps, ils sont soumis à des temps de trajet extrêmement importants, domicile, établissement, vu la faiblesse de l'aménagement du territoire sur le sujet. Et donc je veux indiquer que l'hypothèse que nous avons lancée à des acteurs de ce secteur qui réfléchissent sur le sujet n'est pas, une hypothèse lancée en l'air. Elle fait écho à un travail de longue durée avec ces acteurs et sur lequel
notamment dans l'ouverture récente d'un centre d'accueil de jour pour personnes en situation de polyhandicap, je pense que nous avons marqué à différentes étapes le fait que nous étions crédibles et constructifs sur le sujet. Dernier mot pour dire qu'en fait, quand nous sommes interrogés par un conseiller municipal sur la question électorale et de savoir au fond si tout ceci est bien profitable pour la majorité actuelle, moi je réponds je réponds toujours à ce problème de la manière suivante. Moi je pense que dans la durée, ce qui est payant, ça n'est pas de raconter n'importe quoi aux gens. Et nous essayons du coup de vous raconter ce qui est notre conviction de moyen terme, c'est-à-dire ce qui nous semble servir au mieux l'intérêt général dont nous avons charge. Et il est clair qu'en se levant et en disant Aragon, pour nous, n'est plus en situation d'être pleinement viable, on sait qu'on ne fait pas plaisir aux gens qui sont en face de nous et à tous ceux, vous l'avez souligné, vous nous avez remis la pétition, qui l'ont signée. Pour autant, c'est notre conviction. Et nous la défendons sans arrogance, mais, nettement. Pierre Cerne, une explication de vote ? J'ai juste 2 amendements à présenter, mais en fait, dans l'ordre que vous voulez, c'est vous le chef. Un chef non électoraliste, c'était bien connu. Et voilà. Mais je peux faire mon explication de vote avant de présenter les amendements, c'est comme vous voulez. Non, j'avais oublié vos amendements, mais oui, je sais bien. Avec plaisir naturellement. Vous les présentez tous les deux ? Si vous les avez lus, c'est des amendements qui s'enchaînent. C'est-à-dire que le 2e amendement est un amendement de repli en cas de non-vote du premier. Donc s'il n'y a pas le vote sur le premier avant que je présente le 2e, ça n'a pas de sens. Voilà, mais c'est... Donc je présente le premier, a priori. Oui, je vous en prie, oui, je vous écoute. Donc c'est un amendement qui vise à supprimer les articles 2 et 4 de la délibération, sur laquelle du coup je demande évidemment un vote dissocié par article, parce que voilà. Mais les articles 2 et 4 concernent spécifiquement la fermeture de l'école Aragon, et donc l'amendement précise par ailleurs que la sectorisation scolaire pour la rentrée 2024, en cas de vote de cet amendement, serait revue en conséquence. J'ajouterais juste quand même, à l'appui de cet amendement, contrairement à ce que vous avez l'air d'avoir martelé là depuis des dizaines de minutes, c'est pas 2 classes que vous allez fermer, c'est 3 classes. C'est 3 classes. Et tout ça parce que, contrairement à ce que vous dites, ce que vous aviez prévu en prospective ne s'est pas produit. Et qu'il n'y a pas eu d'une diminution des effectifs. Au contraire, vous annoncez vous-même, vos propres chiffres disent on est à 71 élèves à la rentrée 2024, on va passer à 2023 et on passera à 75 à la rentrée 2025. Donc en fait, vous êtes en train d'expliquer en gros l'argument, si on a bien compris, c'est que comme il y a des classes surchargées à certains endroits de la ville, ce ne serait pas juste qu'il y ait des endroits où il n'y ait pas de classes surchargées, donc alignons tout le monde par le bas et faisons des classes surchargées partout. On n'est pas d'accord, et donc cet amendement permettrait, sans remettre en cause l'ensemble de la sectorisation scolaire, qui par ailleurs pose problème, ça a été dit. Parce que quand vous expliquez que c'est juste un problème pour les parents d'Aragon, quand vous avez l'ensemble de la FCPE d'une ville de 112 000 habitants, et 800 par... c'est mon amendement, oui. Et 800 habitants, et 800 habitants qui signent une pétition, ça pose problème. Donc, il faudrait voter cet amendement qui me paraît assez clair. Je pense que votre amendement a été clairement présenté. Merci beaucoup. Très bien. Je mets aux voix l'article 1, qui est contre, qui s'abstient. Alors, 2 voix, 2 contre, qui s'abstient. Proposition. Donc l'article 1 est adopté. Je mets aux voix l'amendement numéro 1 pour lequel l'exécutif propose le rejet. Donc l'amendement numéro 1 de M. Cerne, qui est Cerne, qui est pour l'amendement numéro 1. Oui.
c'est ça. 1, 2, 3, qui est contre, qui s'abstient. Proposition rejetée. Je mets aux voix l'amendement de repli, donc l'amendement numéro 2, qui est pour. Je vous en prie, présentez-le. Oui, donc j'aimerais quand même présenter cet amendement sans guère d'illusion sur le vote. Je suis content qu'il y ait quand même deux membres de la majorité qui se soient permis de faire un petit pas d'écart. Donc c'est un amendement qui dit en gros sur les articles 2 et 4 qui dit que la fermeture de l'école Aragon serait à compter de la rentrée de 2025 et non pas 2024 en fonction des évolutions d'effectifs prévues un an après la présente décision, c'est-à-dire après la décision de ce soir. On voit bien que la prospective électorale est quand même très électorale. La prospective scolaire est un jeu assez compliqué et que ça s'est planté et que si ça se trouve, ça va encore évoluer et donc qu'il faudrait probablement reporter. Au passage, je signale quand même que vous nous avez mis sur table ce soir et envoyé quelques heures avant 19 pages d'adresses dont vous nous dites qu'en fait ça remplace la version précédente pour la sectorisation, sans nous expliquer où sont les changements, ce qui fait qu'on ne sait absolument pas ce qui change d'une version à l'autre, ce qui fait qu'on ne sait absolument plus sur quoi on est en train de voter, ce qui, soit dit en passage, fragilise grandement, juridiquement, le vote de la délibération de ce soir. Je dis ça, je dis rien, mais ce sera dit. Merci beaucoup. Donc je mets aux voix l'amendement de repli qui est pour. Explication de vote. Pardonnez-moi, je n'avais pas demandé des explications de vote. Madame Yonis, je vous en prie. Tout à l'heure, monsieur le maire, vous parliez d'intérêt général. Je pense qu'il ne faut pas se faire de faux procès. Nous sommes tous soucieux de l'intérêt général. Simplement, je pense qu'il faut concorder sur la vision qu'on a des faits. On ne peut pas s'inventer des faits. Et je pense que cet amendement, justement, nous permet de tomber sur une vision consensuelle des faits, puisqu'on se donne le temps, justement, de voir si la prospective était bonne ou pas. Merci beaucoup. Je mets aux voix qui vote pour, contre, abstention, rejet. Je mets aux voix l'article 2 qui est contre, qui s'abstient, proposition adoptée. Je vous remercie. Je mets aux voix l'article 3 qui est contre, qui s'abstient, donc 2, qui s'abstient, 0, proposition adopté. Je mets aux voix l'article 4 qui est contre, 2 qui s'abstient, 0, proposition adoptée. Je mets aux voix la délibération qui est contre, 3 contre, qui s'abstient, 1 abstention, 2 abstentions, proposition adoptée. Je vous remercie. Je passe maintenant pour les délibérations sans présentation de rapport